Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. En cette année de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, la guerre de 14-18, nous avons voulu nous attarder quelque peu sur un chapitre moins connu de cette histoire. Ce chapitre se déroule au Congo belge à l'époque, où des milliers de soldats ont également participé à l'effort de guerre sous l'uniforme de la force publique. Pour parler de ces oubliés de 14-18, j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux invités. Amandine Laureau, vous êtes historienne chargée de recherche FNRS à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean Musoy, vous êtes chargé de mission au Centre d'action laïque de Charleroi. Bonsoir également. Bonsoir. Amandine Laureau, avant de revenir sur le rôle de la force publique durant la Première Guerre mondiale, il serait peut-être intéressant de commencer par rappeler quel était le rôle de la force publique avant le déclenchement du conflit. Oui, donc c'est un rôle qui est un petit peu particulier par rapport à l'image qu'on peut en avoir vis-à-vis des armées européennes à la même époque en Europe, puisque ce sont des armées, enfin c'est une armée qui a plutôt une vocation policière plutôt que militaire, dans le sens où elle a vocation à maintenir l'ordre à l'intérieur des frontières de la colonie, à réprimer éventuellement des révoltes, ce genre de choses, et pas à faire la guerre, puisque le Congo avait alors toujours un statut de neutralité, un peu comme celui de la Belgique à la même époque. Qui composait les troupes de la force publique avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale? Bien, ce sont des troupes qui sont dans leur grande majorité africaines, donc des soldats qui sont pour la plupart congolais bien sûr, et qui sont encadrés par un tout petit nombre d'Européens qui occupent les plus hauts postes, les plus hauts grades de cette force publique, qui vont les occuper d'ailleurs jusqu'à la veille de l'indépendance. Ce sont des engagés volontaires? Pas du tout, puisque le recrutement de la force publique s'opère par des sortes de prélèvements, donc qui sont imposés par les autorités coloniales aux chefs traditionnels, donc qui sont priés, enfin plus ou moins degré de force, voilà, de fournir tous les ans, toutes les X années, un certain nombre d'hommes congolais. Donc voilà, ce ne sont pas des gens à qui on a demandé leur avis évidemment, mais d'un côté, ce sont aussi rarement les fils de chefs qui sont envoyés dans cette armée ou les fils des dignitaires. Ce sont souvent des hommes qui viennent un peu des marges sociales de la société traditionnelle et pour qui l'engagement dans la force publique peut donc aussi représenter peut-être pas un espoir d'une vie nouvelle, mais en tout cas un espoir d'opportunités nouvelles dans cette configuration coloniale. Alors après le déclenchement du conflit, de la Première Guerre mondiale, quel a été concrètement le rôle de cette force publique? Est-ce qu'elle s'est battue? Et si oui, où et quand et comment? Oui, donc la force publique s'est battue, elle a été engagée sur plusieurs fronts et finalement assez rapidement, dès le début de la guerre. Donc dans les premiers mois, on a déjà quelques centaines d'hommes qui s'engagent aux côtés des alliés français au Cameroun, qui était alors une colonie allemande qu'il s'agit de conquérir. On a aussi quelques compagnies, quelques bataillons de la force publique là, qui viennent au secours des alliés britanniques, cette fois-ci plus au sud, dans la Zambie actuelle. Et puis surtout, il y a une grosse intervention, une campagne qui a duré plusieurs mois et qui a été beaucoup plus importante, beaucoup plus mobilisatrice aussi, parce que là on est vraiment entre 12 000 et 18 000 hommes plus ou moins, qui s'enclenche à partir de l'année 1916 et qui est la campagne de l'Est africain, comme on disait à l'époque, donc là qui va engager les soldats de la force publique vers l'Afrique de l'Est allemande. C'est ce qu'on appelle la bataille de Tabora? La bataille de Tabora, en effet, était vraiment un épisode majeur de cette campagne qui va durer plusieurs mois, donc qui mobilise pas seulement des soldats, mais aussi des porteurs, donc qui portent, comme leur nom l'indique, à dos d'hommes, tout le ravitaillement. Des femmes aussi, si je ne m'abuse. Des femmes, absolument, qui suivent les armées, dans une guerre qui est vraiment une guerre de mouvement, plus qu'une guerre de position, donc qui est très différente finalement de la guerre des tranchées qu'on connaît ici en Europe, donc la logistique est effectivement clé, et qui va amener la force publique jusqu'à Tabora, donc qui était la capitale de guerre de l'Afrique de l'Est allemande, qui sera prise par la force publique, donc une grande victoire finalement pour la Belgique en septembre 1916. Dans quelles conditions se battaient ces soldats? Mais dans des conditions assez difficiles, parce que c'est une guerre de poursuite où la logistique joue un rôle clé sur des territoires qui sont allemands et donc dont les Belges n'ont pas forcément une connaissance approfondie. Donc on est plus dans une guerre de guérilla que vraiment dans des combats rangés, suivis, etc. Avec en plus
le climat africain, etc., sur un terrain assez difficile. Donc oui, des conditions tout à fait difficiles. Alors, vous l'avez signalé, la force publique a remporté certaines victoires, des victoires importantes sur le terrain africain pendant la Première Guerre mondiale. On sait qu'en Europe, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les hommes qui se sont battus, et entre déchiquetés d'ailleurs dans les tranchées de l'Isère notamment, ont obtenu certaines avancées en termes de droits politiques. On pense notamment au suffrage universel masculin. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'effort de guerre produit par les soldats congolais dans la colonie, enfin sous les troupes coloniales? Est-ce qu'eux aussi ont bénéficié d'avancées en termes de droits politiques au lendemain de cette Première Guerre mondiale? Mais très concrètement, en termes de droits politiques, en termes de statut, d'accès à la citoyenneté, la Première Guerre mondiale n'a rien changé, ni pour ces soldats, ni pour les populations congolaises. Alors, les soldats de la force publique sont certes auréolés d'une image de soldats courageux, fidèles, loyaux, pleins de bravoure, etc. Mais concrètement, leur statut, leurs droits ne changent absolument pas. Il y aura des réformes de la force publique, mais ça ne concerne que l'organisation de l'armée et pas du tout le statut de ces soldats. Et même en termes de commémoration, le premier monument qui honore la mémoire des soldats congolais en Belgique est construit dans les années 1970. Donc vous voyez, ça vient très très tard. Maintenant, on peut aussi imaginer, même si c'est un sujet qui n'a pas beaucoup été abordé par les historiens, que la guerre a aussi pu représenter un tournant, en tout cas dans l'éveil des consciences congolaises et dans son rapport au pouvoir colonial. Mais concrètement, en termes de droits, etc., on n'a rien de comparable par rapport à ce qui se fait en Belgique. Jean Mezouai, on vient d'évoquer quelques passages clés de cette guerre telle qu'elle a été vécue par les soldats de la force publique au Congo, mais le Centre d'action laïque de Charleroi s'intéresse, lui, très très fort à cet événement, à ce passage, à ce chapitre de l'histoire, et concrètement, vous allez organiser, je pense, une série d'expositions, de colloques, mais la question qui me vient tout d'abord à l'esprit, c'est pourquoi les laïcs s'intéressent-ils à cette question? À Charleroi, on s'intéresse à cette question tout simplement parce qu'on a fait un constat que l'histoire belgo-congolaise charrie beaucoup de fantasmes, beaucoup de non-dits, beaucoup de contre-vérités. Et à Charleroi, on a monté tout un projet qu'on a appelé « Regard laïque sur l'histoire belgo-congolaise ». Et les oubliés de la guerre 14-18 n'est qu'une thématique parmi les 10 qu'on a prévu d'aborder et dans le cadre de ces projets-là. Donc, concrètement, pour ce qui est de l'exposition que nous allons accueillir à partir du 21 octobre jusqu'au 7 novembre, l'objectif est de participer à ce qu'on appelle les devoirs de mémoire d'abord, et comme laïque aussi, le second objectif, c'est de renforcer ce qu'on peut appeler l'esprit critique par rapport à la relecture de cette histoire passée, sans passion, mais en tenant compte de la vérité historique. Le troisième objectif est justement de changer toutes ces représentations, tous ces stéréotypes autour du Congo et des Congolais. Et le dernier objectif qu'on poursuit est justement de susciter les débats afin de renforcer ce qu'on peut appeler un vivre ensemble qui soit apaisé. Voilà. Alors, ces initiatives fédèrent plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles, qui travaillent avec vous sur ce devoir de mémoire? Oui, sur ce devoir de mémoire, nous sommes 3 associations, en fait, ou même 4. Il y a la Maison de la laïcité de Kinshasa, il y a la Maison de la laïcité de Charleroi, il y a les LAC, qui est Laïcité et Humanisme en Afrique centrale, et il y a ceux qui nous ont prêté cette exposition, qui est l'Institut national des vétérans et des victimes de guerre, qui est ici à Bruxelles. Ouais. Et que l'on remercie d'ailleurs de nous avoir livré quelques images qu'on voit défiler pendant cette émission, des images d'archives. Vous avez cité les dates, est-ce que vous pouvez rappeler les lieux brièvement avant de clore cette émission? L'expo est visible, sera visible à Charleroi, et rue de France, 31 rue de France, dans la salle des Essarts, qui est la grande salle de la Maison de la laïcité de Charleroi. Et ce sera pour les visites guidées ou les animations qu'on peut solliciter en appelant au 071 53 91 et 92 à Charleroi. Et le colloque? Le colloque aura lieu le 25, le samedi 25, de 9h à 16h.
Et on peut bien entendu appeler le même numéro pour avoir plus d'informations. Voilà. Jean Musoy, Amandine Laureau, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.